potentiellement des tranchées d'excavation, du dragage sous-marin. On aurait toutes sortes de possibilités dans l'exploitation des corridors. Est-ce que tout le monde m'entend et voit mon écran cette fois-ci? Bon. Qui ne dit mot consent, on va poursuivre. Donc, si vous pouvez m'écrire dans le chat si tout va bien, si vous voyez le tout. Super. Parfait. Merci, Jonathan. OK. Je vais être parano depuis la dernière fois. Donc, je me présente. Je m'appelle Maxime Carrier. Je suis consultant technique chez SolidCAD depuis près d'1 an. SolidCAD est un redistributeur des outils CTC qui sont des outils en third party, des extensions de Civil 3D et de Revit pour optimiser la productivité de votre travail. Très simple. Aujourd'hui, on va cibler 3 ensembles de fonctions des produits CTC, vraiment pour optimiser la production et la production 3D et la production de plans de vos corridors. Pour commencer, je vais focuser sur les outils spécialisés au corridor. Parmi ceux-ci, on a des étiquettes dynamiques pour organiser vos profils types. Donc, vos assemblies vous aurez plus de difficulté à réidentifier vos assemblies. On a des étiquettes dynamiques pour eux. On peut aussi facilement diviser, combiner des projets en 3D. Question de changer votre stratégie ou d'avoir une plus grande liberté au niveau de la stratégie de design. On a des outils de nettoyage en masse des cibles pour soit vos régions, vos lignes de base de vos projets 3D, ce qui est vraiment un outil lorsqu'on veut recommencer à neuf. Et on va aussi avoir des assignations automatiques de cibles. N'est-ce pas magnifique? Vous sauvez un peu de temps dans la production de corridors moindrement complexes. Ensuite, je vais poursuivre avec la production de plans dynamiques. Le Civil 3D a déjà AutoCAD, voire Civil 3D a déjà des outils de production de plans. Toutefois, lorsqu'on fait des modifications, il y a le facteur dynamique qui ne suit pas. On s'entend, un plan d'un schéma routier ou d'un design routier, c'est voué à changer, à avoir des révisions, à avoir des petits changements et se relancer dans une production de plans et tout altérer nos plans papier, ça peut être quelque chose de relativement éreintant et répétitif. Eh bien, j'ai une solution pour régler votre cas. Et pour terminer, quelque chose d'un peu plus léger, l'outil Data Wizard va vous servir à faire une compilation de votre donnée. Ce que j'entends par là, ça va être la production automatique de légendes. On va aussi avoir, il va aussi avoir une capacité de faire des calculs de quantité sur un ou plusieurs objets, que ce soit compilé dans une table dynamique, dans un dessin ou dans un plan papier, ou même dans une grille Excel pour faire vos calculs de budget. On a aussi des tables de points d'intérêt qu'on peut créer à partir de cela et vous allez voir, on peut sauvegarder nos templates si on veut les réutiliser d'un dessin à un autre. Bon, maintenant fini pour les PowerPoint, on va sauter dans le Gravy, les démonstrations. Donc, tel que décrit plus tôt, on a un bel outil à l'intérieur de nos outils CTC qui s'appelle Assembly Namer. Assembly Namer, très simple, va cibler en partie ou l'ensemble de vos assemblies qui sont disponibles. Par exemple, si j'en sélectionne cette partie-là dans mon dessin et que je clique Enter, on va avoir un beau petit menu de gestion des noms et des étiquettes pour nos assemblies. Donc, on choisit le layer qu'on veut, on choisit on valide si c'est bien ceux qu'on veut, dont on veut produire une étiquette. On choisit le positionnement de l'étiquette et pas plus compliqué que ça. Merci, bonsoir. On a des étiquettes dynamiques.
Vous me croyez pas? Je vais vous le montrer. Par exemple, si je change mon Basic Assembly à, par exemple, tiens, boulevard, et que je fais un petit regen, l'étiquette s'est ajustée avec notre assembly. Donc, utilisation très simple de d'un outil qui devrait déjà avoir eu son existence à l'intérieur de Civil 3D, mais on a pensé à vous et on l'a fait pour vous. Ce qui est intéressant, c'est que l'Assembly Namer est un outil gratuit à l'intérieur de la suite des outils CTC. Donc, si vous avez une version d'essai au-delà des 14 premiers jours, si vous décidez de pas poursuivre avec un achat, vous avez toujours accès à Assembly Namer. Mais c'est pas formidable. Donc, toutefois, c'est pas un game changing, on s'entend. Moi, ce que je vais vous montrer par la suite va vraiment, je pense, va peut-être changer la perception ou votre, votre perception du travail qui peut être fait avec les corridors. J'ai un bel outil, deux beaux outils qui s'appellent Corridor Splitter et Corridor Merger. Vous voyez ici, j'ai un projet d'un petit quartier résidentiel avec un rond-point, des intersections, bref, avec une quantité formidable de, avec une certaine complexité, puis avec une quantité formidable de targets. De quoi ça a l'air dans ses entrailles? Eh bien, j'ai une quantité non négligeable dans ses propriétés de baseline, de région. On nommez-les. Vous avez probablement passé une quantité formidable de temps déjà à l'intérieur. Si vous avez fait des designs moindrement complexes, déjà, vous passez potentiellement la moitié de votre temps quand vous faites votre design routier à l'intérieur de cette interface-là. Mais admettons que la portée, la taille du projet venait à changer ou qu'on voudrait diviser le projet pour confier le design à plusieurs intervenants à l'intérieur de notre équipe. Comment se faire? On a la possibilité avec Corridor Splitter de prendre un grand projet avec multiples baselines et régions et de le séparer en plusieurs projets 3D. Donc, vous voyez, ici, là, on a nos différentes baselines qui sont considérées. On a aussi chacune de nos régions qui sont à l'intérieur de ça. On pourrait sans problème splitter en deux. Par exemple, je vais essayer d'isoler. Je me suis aidé un peu. J'ai mis ceux qui sont dans ma zone phase 2 renommée à l'intérieur de mes régions. Ça va m'aider un petit peu. Mais si jamais je voulais savoir exactement quel élément je suis en train de splitter, quel élément je suis en train d'isoler, puis vous n'êtes pas capable de vous fier au nom, on pourrait sans problème zoomer sur une région et valider qu'il s'agit bien de la section qu'on veut identifier. Une région ou une baseline, il n'y en a pas de problème. Donc, laissez-moi isoler certaines parties. On est même capable d'isoler pour une même baseline, pour une même ligne de base, des régions indépendantes d'un projet à un autre. N'est-ce pas fantastique? Il va faire il va créer dans le nouveau projet une nouvelle, selon la même baseline, il va créer de nouvelles régions. Il va les gérer indépendamment. Ça devrait faciliter de beaucoup le travail pour séparer notre travail. Dès que c'est lancé, magnifique, il m'a splitté mes corridors en deux. Et surtout, il a conservé l'ensemble de mes targets, l'ensemble de mes styles. S'il y avait des surfaces qui avaient été créées, malheureusement, je n'ai pas pris le temps de les faire avant. S'il y avait des surfaces, il y aurait une division entre les deux. Ils vont vraiment tout considérer ce qui est relié à notre corridor. Il va faire une gestion complètement indépendante des deux. Donc, c'est vraiment un bel outil si la portée d'un projet venait à changer ou si vous vouliez isoler ou épurer un projet et travailler sur certaines sections. Corridor Merger, vous l'avez compris, c'est l'inverse. Donc, avec Corridor Merger, on sélectionne un ou plusieurs éléments, un ou plusieurs corridors, et on va me proposer de faire un merge et potentiellement de déliter nos corridors existants. Donc, par défaut, lorsque le merge est fait, il va créer un corridor global comportant les deux corridors sélectionnés. Mais par défaut, on ne considère pas qu'on va déliter les corridors qui ont été à la source du corridor mère qui va apparaître.
Il va aussi faire un merge, il va identifier les mêmes les baselines identiques. Tout à l'heure, on a spécifié, on a séparé des régions de deux lignes de base sur une même ligne de base. Eh bien, il va les identifier selon la même ligne de base, il va les fusionner ensemble. C'est vraiment, vraiment pratique. Il ne fera pas des doublons de lignes de base si on ne le sélectionne pas. Ensuite, si j'avais, vous le voyez, si j'avais des surfaces reliées à mes différents corridors, il ferait une surface unique. Il ferait une combinaison de ces deux surfaces qui sont pas conditionnelles, mais qui sont dynamiquement reliées à nos designs 3D. Une fois que c'est lancé, tadam, on a un corridor complet et on peut retourner dans un projet un peu plus global ou faire notre mise en plan ou utiliser, créer des surfaces un peu plus globales sur l'ensemble de nos designs qui ont été effectués dans notre quartier. Si jamais vous voudriez faire la gestion des corridors, si jamais vous vouliez faire un petit ménage justement suite à avoir travaillé sur votre design, vous voulez remettre par exemple votre design à neuf, vous voudriez nettoyer en partie ou l'entièreté de vos targets de votre corridor, eh bien, sans avoir à toutes les désélectionner et de les nettoyer, eh bien, très simple, on a Target Cleanup qui vous permet de nettoyer en partie ou sur l'ensemble de vos corridors ou sur une partie d'un même corridor, l'ensemble de vos targets. Dans le fond, c'est juste une désélection, un nettoyage de l'ensemble des targets en partie de vos différentes régions. Là, on pourrait sans problème désélectionner la région de notre choix. On pourrait aussi désélectionner si on veut simplement enlever les targets de surface, enlever les targets de largeur et ou conditionnels, horizontales, et les targets d'élévation. Donc, si jamais, pour vous montrer qu'est-ce que ça peut faire si on le fait globalement, si jamais je lance ça, tadam, c'est parti. Mon, mon cul-de-sac ressemble à mon squelette. Mes intersections ont été altérées. L'ensemble de mon design a été purifié de mes targets. C'est à vous de voir, de l'utiliser, de l'utiliser sciemment. Si vous auriez voulu simplement isoler une section, vous auriez pu aller voir. Il y a un outil similaire au zoom tout à l'heure qu'on avait dans Corridor Splitter où on pourrait identifier des zones desquelles on veut complètement nettoyer les targets. Donc, on laisse rien au hasard dans nos outils, autant que possible. Autant se faire soit peu. Ensuite, j'aimerais vous montrer Corridor Mapper. La force de Corridor Mapper, en fait, lorsqu'on crée un design routier moindrement complexe, qui n'est pas rectiligne comme celui-là, on vient utiliser quand même une quantité impressionnante de cibles, de targets. Ça devient vraiment le nerf de la guerre lorsqu'on fait des designs moindrement complexes. Vous voyez ici, dans cet exemple-ci, j'ai un assembly avec des targets conditionnels horizontales. Enfin, un assembly qui cherche des entrées de cours pour pouvoir faire un ajustement de ma bordure de trottoir à une transition smooth d'une entrée de cours. Donc, par défaut, dans les outils de corridor, on a la possibilité de choisir un layer. Un peu ce qu'on ferait ici, on choisirait un layer spécifique à nos entrées de cours à gauche, nos entrées de cours à droite. Et massivement, on serait capable d'aller, par exemple, dans Driveway Left, j'irais chercher le calque Driveway Left et ça me permettrait d'identifier, de lier rapidement tout un calque à l'ensemble de mes targets d'entrée de cours. Assembly, toutefois, la faiblesse de ce travail-là, c'est que c'est pas dynamique. Si jamais il y a des ajouts, si jamais il y a des modifications, ce qu'il y a bien sûr tout le temps dans un design de corridor, si jamais il y a des altérations, s'il y a des ajouts de target, eh bien, on se perd un peu.
il faut relancer la liaison avec les éléments du layer, potentiellement le faire individuellement pour chacune des targets. Eh bien, ce qui est intéressant avec, avec ce que nous on appelle Corridor Mapper chez CTC, c'est qu'on est capable de faire un lien dynamique. Donc, s'il y a des choses qui vont être modifiées à l'intérieur du dessin, eh bien, on fait juste un petit automap target, un petit update, et ça va s'ajuster à l'ensemble du corridor. Par exemple, on va aller setuper nos targets pour que nos entrées de cours à gauche et à droite soient considérées. Je vais lancer Setup Target. Ensuite, à l'intérieur du petit menu pour relier chacune des assemblies qui sont disponibles dans le dessin avec nos targets spécifiques, la stratégie avec Corridor Mapper, c'est de les lier avec des layers, comme j'ai discuté un peu plus tôt. Ce qui est intéressant, c'est que Corridor Mapper va garder un lien dynamique entre le layer, l'ensemble des objets du layer et le dit subassembly. J'ai accès à des targets de surface, j'ai accès à des targets de largeur. Dans notre contexte, ici, ça va être avec les offset targets. Et on a aussi accès à l'ensemble de nos pentes et élévations à partir d'ici. Donc, on pourrait relier manuellement chacun de nos, tu vas l'avoir, driveway left, il doit être à quelque part, dans les D, yes. On pourrait manuellement relier chacun de nos assemblies au D-layer qu'on souhaite lier, ou utiliser le petit bouton Automap Layer, et il va avoir un match automatique entre le subassembly et le layer si le layer a le même nom. Donc, si vous voulez exploiter au maximum l'outil, je vous conseille de faire de nommer intelligemment. Je conseille toujours de nommer intelligemment chacun de vos sub-assemblies et de créer, soit manuellement ou à partir des outils que je vais vous montrer après, vos propres layers dans lesquels vos targets vont être stockés. Immédiatement, il m'identifie combien de targets ont été identifiés dépendamment de ce que je veux aller chercher. Ensuite, je pourrais le lancer pour Automap Layer des targets verticales. Je pourrais le lancer pour charger le Automap Layer pour les targets horizontales. Une fois que c'est fait, je pourrais même spécifier par rapport à une baseline si je veux simplement travailler sur un élément en particulier, une section en particulier, une région en particulier. Là, pour ce cas-ci, j'ai un corridor extrêmement simple avec une baseline et aucune région particulière. Donc, si je me lance, il vient me revalider au total tout ce qui a été identifié, et le produit final est un beau design appliqué avec mes entrées de cours qui ont été créées. Super. Donc, et ça peut s'appliquer sur massivement sur l'ensemble de vos targets. Mais admettons, juste pour vous le prouver, admettons que mes targets viennent à changer. Admettons la largeur du projet viendrait à évoluer. Je vais étirer mon corridor un peu plus grand et je vais rajouter d'autres targets. Je vais partir d'ici, je vais en copier quelques-unes. On va en enlever pour faire un peu de variété. Merci, bonsoir. Donc, en théorie, si je passerais par le système de layer, de gestion par layer standard des corridors, des gestions de type de corridors, il faudrait que je retourne à l'intérieur de chacun de mes sub-assemblies, à l'intérieur de mes options de cible, des conditions d'arrêt de mon corridor. Puis, il faudrait que je rajoute chacun des layers à chacun de mes sub-assemblies clés. Toutefois, une fois que c'est déjà setupé avec Corridor Mapper, j'ai simplement à faire Automap Target et il va rescanner les différents
layer auquel les assemblies ont été liés et il va réappliquer à l'ensemble de mes assemblies, l'ensemble de mes targets auxquels ils ont été liés. Super, hein? C'est vraiment simplifiant. Là, j'ai un contexte extrêmement simple, mais je peux imaginer qu'il peut y avoir des stratégies particulières je vais l'avoir, avec des intersections, des cul-de-sac, avec une grande variété, mais ne serait-ce que plusieurs élargissements de voix, des transitions de voix, des réductions de voix, peu importe. Considérer n'importe quoi, ça peut être mappé à l'intérieur, automatiquement à l'intérieur de Corridor Mapper. On pourrait, je dirais, l'idée, c'est pas de changer au complet votre manière de travailler, changer vos templates. Vous pourriez, au cas par cas, par exemple, si je voulais créer un layer rapidement à partir d'un subassembly, on a un bouton pour ça. Pour éviter de vous donner le trouble d'aller le créer dans le gestionnaire des calques, on pourrait, par exemple, créer un layer à partir du subassembly, la voie de gauche et la voie de droite. Dès que je fais Enter, il va me donner la liste des sub-assemblies qui ont été targetées et il va me proposer si je veux rajouter un nom en particulier, un changement en particulier à ces sub-assemblies, pas à ces sub-assemblies, à ces noms de layer qu'il va me créer à partir des noms de sub-assemblies. Dès que je fais OK, je devrais avoir à l'intérieur de mon gestionnaire de calque, roulement de tambour, des nouveaux sub-assemblies créés exprès pour loger mes targets. Donc, on essaie vraiment de vous simplifier la tâche. Tant qu'à vous donner un outil, aussi bien vous donner les moyens de l'utiliser le plus efficacement possible. On peut aussi renommer des layers en fonction des sub-assemblies et l'inverse, renommer des sub-assemblies en fonction des layers. Il y a plein de beaux outils qui méritent d'être explorés à l'intérieur de ça, un peu plus en détail lorsque vous auriez les mains dedans. Donc, c'était short and sweet. Je pense que les outils parlent d'eux-mêmes. Les outils de corridor sont vraiment pensés pour diviser pour mieux régner en partie, mais surtout vous aider à être beaucoup plus productif dans votre travail. Une fois bien maîtrisé, je pense qu'il y aurait des gros gains à faire avec ça. Ensuite, je vais passer à la production de plans. Je vais fermer quelques dessins pour notre salut et je vais m'ouvrir mon dataset pour vous montrer la génération de plans automatisés. Donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans ma petite présentation PowerPoint, il existe déjà à l'intérieur de Civil 3D, si je m'en vais dans l'onglet Sortie ou Output en anglais, des outils de création plan. Des outils de création plan qui sont relativement productifs, sont vraiment efficaces. Toutefois, ne sont pas dynamiques. Donc, si jamais j'ai moindrement changé mon projet, puis on parle pas de gros changements. Généralement, ce qui va nous irriter, c'est des petits offsets, des petits changements, des petites variations qui viennent tout bousiller l'alignement de nos plans et on doit recommencer et recommencer notre travail à toutes les fois qu'il y a des révisions. Toujours pas de questions, tout va bien, magnifique. CTC a conçu des outils de génération de plans qui existent et qui exploitent les fonctions existantes de Civil 3D et aussi l'usage des générateurs, des gestionnaires des cheat sets, là, des gestionnaires de feuilles. Vraiment, avec un outil puissant pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé. Bienvenue dans votre cadre. C'est vraiment aidant pour renommer massivement des plans, des projets, numéroter une grande variété de plans. C'est vraiment un des outils efficaces. Alors, pourquoi les réinventer lorsqu'on peut les exploiter et les optimiser? Pour ce faire, j'ai un beau design, un beau corridor le long desquels j'aimerais produire des plans automatisés. J'ai aussi à l'intérieur de ce dessin des cartouches avec un emplacement pour un profil et un emplacement pour un plan qui serait lié. Donc, pour chaque élément, pour chaque section de plan que je veux voir le profil au-dessus. Vous remarquerez que les objets ne sont pas des vues, ils sont des blocs.
Donc, pour créer initialement mes projets, le logiciel, les algorithmes de CTC utilisent des blocs qui sont nommés roulement de tambour, qui sont nommés Plan Print Block. On peut les nommer comme on les veut, et Profile Print Block. Dans le contexte de mon dataset, de ce template-là, utilise ces noms-là. On va y faire référence tout à l'heure lorsqu'on va créer des plans automatisés. Sur ce, démarrons. Je veux mettre des plans à grandeur de mon profil ou en partie sur mon, pas sur mon profil, à grandeur de mon alignement ou en partie sur mon alignement et j'aimerais qu'il soit aligné tout le long de mon alignement. Pour ce faire, je vais lancer Plan View Shape. On identifie l'alignement autour duquel on veut travailler. On pourrait lui spécifier des stations. Par exemple, si je veux raccourcir le scope de mon travail, l'étendue de mon travail, puis me rendre jusqu'à, par exemple, jusqu'au chaînage maximum 1050, on a la possibilité de le faire. Il vient identifier immédiatement le view scale de mon espace dessin, mais on peut changer en tout temps le scale plot, ce qui veut dire qu'il va considérer l'échelle qu'on va y insérer pour placer les vues en plan qui vont être superposées sur notre dessin. Les vues de plan qu'on va voir. Je vais utiliser l'option centrée autour de mon alignement et non pas avec un offset. On pourrait le faire. Ici, on va y spécifier quel bloc dans mon template de plan on va utiliser. Dans ce contexte-ci, Plan Print Block. On a beaucoup de contrôle, vous pouvez voir, sur l'ensemble des calques qui vont être utilisés pour des éléments de référence, des éléments qu'on va créer visuels sur le plan. Je vais prendre des plans d'une étendue d'un maximum de 120 mètres. Lui, avec son calcul, identifie que mes blocs seront d'une maximum, la largeur maximum de mes blocs vont être, pas des blocs, mais des view frames qui vont apparaître sur le dessin, vont être de 150 mètres. Fait que je vais me donner un peu de jeu, puis je vais mettre ça à 120 mètres. Si on lui avait tracé, par exemple, une longueur spécifique, on aurait la possibilité de faire un arrondi des view frames, ce qui permettrait d'avoir quelque chose d'un peu plus juste, d'un peu plus beau, d'un peu plus propre sur la production de plan. Dans tous les cas, je vais garder ça à 120 et l'arrondissement n'aura pas d'importance. On va utiliser des match lines, vous allez voir ce que ça fait. Si je lance Finish, on va voir l'ensemble de mes vues proposées vient d'apparaître pour la production de mes plans et profils. Il y a des changements qui peuvent être effectués. Ce sont des objets AutoCAD. C'est des lignes, c'est des blocs et c'est des polylignes. Donc, le bloc, c'est une reproduction à l'échelle du bloc dans notre plan papier. Nos lignes sont des match lines, donc ça va être la ligne de transition entre nos différents plans et les polylignes cyan, elles, sont complètement modifiables et c'est, en gros, tout ce qui est à l'extérieur de la polyligne va être masqué à l'intérieur de notre plan, potentiellement, à l'intérieur de notre profil, potentiellement, à l'intérieur de notre plan. Donc, c'est à considérer lorsqu'on veut faire une belle mouture de nos plans. Si jamais, par exemple, ce plan-là devrait être bougé, tiens, on a le loisir de le faire manuellement, de l'ajuster, tiens. Et bien entendu, pensez à ajuster l'ensemble de vos view frames parce que sinon, il va masquer tout ce qui est à l'extérieur et on pourrait perdre de l'information. Tiens, puis comme c'est une polyligne, je vais me rajouter un petit sommet ici. Tadam, j'ai ajusté mon masque, j'ai ajusté la vue apparente que je veux dans mon plan. J'ai une petite main levée. Est-ce qu'il y a une question? Non, tout va bien. OK. N'hésitez pas si vous avez des questions, écrivez-les dans le petit
dans le petit chat, dans l'option de posage pour poser des questions. Moi, je vais les prendre en considération au fur et à mesure, soit de la présentation, ou si on manque de temps, je vais vous réécrire après un email pour y répondre. J'ai oublié de vous en parler en début d'entrée de jeu. Donc, n'hésitez pas à utiliser le module de questions pour le webinaire. Donc, si on poursuit, je fais une modification de mes ViewFrames. Excellent. C'est lancé. On continue. Je vais faire une production de profil maintenant. Donc, pour accompagner nos vues en plan, bien entendu, on voudrait des profils conséquemment. Donc, pour ce faire, on n'a pas réinventé la production de profils en long. Les outils de Civil 3D sont vraiment efficaces à la base. Donc, c'est vraiment votre wizard, votre menu standard de production de profil de masse. On va passer assez vite sur les paramètres de production de profil. C'est les mêmes que vous croiseriez tous les jours. Toutefois, ce qu'on va se permettre pour se retenir, c'est on n'ajoutera pas notre pipeline qui est là. Ici, je vais vous montrer un outil un peu plus efficace pour optimiser votre performance. Une fois que tout est à mon goût, c'est lancé, on produit nos profils. On voit que nos profils ne sont pas encore complètement ajustés à nos plans. Je pense, par exemple, on pourrait ajuster, et ils ne sont pas dynamiques exactement avec nos viewframes. Si jamais, par exemple, je veux faire, finalement, je ne veux pas étendre ma dernière viewframe, j'aimerais l'étendre jusqu'à ce qu'on avait discuté, jusqu'au chaînage 10-50. Ça ne s'ajuste pas automatiquement pour l'instant dans chacun de nos profils qui ont été générés à partir des matchlines qui ont été créés ici. Si on voudrait les ajuster, on ferait simplement un Adjust Profile. Et il va réidentifier la position de chacune des matchlines, la position, la grosseur de chacune de nos vues et va ajuster avec un buffer, avec un recentrage des éléments du dessin, nos vues de profil. Facile, hein? Donc, j'ai simplement, en ajustant une de mes view frames, on a pu faire un ajustement rapide d'un de nos dessins. Puis, on peut le faire individuellement, pas juste dans masse, mais individuellement pour chacune des view frames. Ensuite, on n'est pas encore rendu à la production de plans, ça s'en vient. Si jamais je voulais rajouter à l'intérieur de mes vues de profil, en partie ou en entièreté l'ensemble de notre réseau de canalisation. On le fait relativement régulièrement, on s'entend. J'utiliserai le bouton Network to View. Pourquoi j'utiliserais ça plutôt que rajouter l'ensemble de mon pipeline à l'intérieur de mes vues de profil? La raison est que si on fait sur l'ensemble du pipeline, ça vient gérer, comme il y a un aspect très dynamique à tout ça, à nos vues de profil, il va nous demander comment je fais ça? Ça va altérer la performance. Il va tout le temps essayer de chercher l'ensemble des éléments à l'intérieur de notre réseau de canalisation pour essayer de les ajouter à l'intérieur des profils. Donc, tu fais une petite modification à l'intérieur du profil. Dès qu'on regen, il refait un check-up sur l'ensemble des éléments de notre réseau de canalisation. Nous, ce qu'on vous propose, c'est Network to View. Network to View fait un buffer. Dans le fond, il va aller chercher l'ensemble pour chacun des plans de profil, il va aller chercher pas le buffer, mais le range l'intervalle des chaînages qui sont liés et il va appliquer un buffer par rapport à l'alignement, de part et d'autre et sur le long aussi. Il va appliquer un buffer de recherche à votre choix. Ce qui veut dire qu'il va importer en partie et non pas en entièreté. Par exemple, pour ce plan-ci, on s'arrêterait à l'étendue du plan jusqu'à, on pourrait dire, 10 mètres. Tiens. Ce faisant, si on regarde mes plans, chacun de mes profils n'a qu'en partie dans ses propriétés ce qui est considéré, ce qui est concerné par le plan de profil essentiellement, et non pas l'entièreté des éléments.
C'est léger, mais si jamais vous avez déjà trouvé que votre dessin était long, il y a des chances que c'est parce que il y avait des gros aspects dynamiques en arrière-plan qui travaillaient fort pour vous limiter, pour aller chercher l'ensemble des objets qui allaient être intégrés à l'intérieur de chacun de vos plans de profil. C'est une manière parmi tant d'autres d'optimiser votre travail. Ensuite, on va se créer nos view shapes. On a créé nos view shapes en plan, on va créer nos view shapes en profil aussi. Je vais sélectionner. Vous me voyez sélectionner à toutes les fois mes vues de profil, mais je pourrais sans problème cliquer sur All aussi, et ça va faire très bien le travail. Et à partir de là, on va voir un widget un menu relativement similaire à la production des view shapes. Un peu plus épuré, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de match line, il y a un peu moins de considération à faire, mais dans le fond, on va aller se baser, par exemple. Pour fitter nos view frames, on peut les aligner dans notre plan. On va pouvoir les aligner en fonction de nos différentes match lines. Ce que ça permet, c'est que lorsqu'ils vont être superposés un sur l'autre, bien, le plan va débuter au même endroit visuellement sur le plan papier à ma vue de profil. C'est esthétique, mais bon, on est dans la production de plan papier, tout est esthétique. On pourrait aussi y aller sans aller par un alignement par rapport à nos view frames, on pourrait y aller aussi par rapport à simplement un centrage dans notre papier. C'est vraiment rendu un choix esthétique rendu là. Mais c'est un choix esthétique qui a quand même une importance. Je vais aussi jouer sur une position offset. Je veux aller chercher ma bande de données qui est en dessous dans mon plan. Donc, j'ai considéré que c'était une largeur de 8 mètres. Ensuite, il va me proposer de mettre des masking blocks. Tout à l'heure, j'ai passé un peu vite sur la production des plans. J'ai mis un petit buffer de 5 mètres de part et d'autre. On va le voir dans les intervalles de chaînage. Ici, j'ai petit un buffer de 5 mètres de part et d'autre, juste pour me donner un peu de jeu. Encore une fois, c'est un choix esthétique à l'intérieur de mes plans. Mais ça veut dire qu'il y aurait une redondance de mes données d'un plan à un autre à la fin et au début de chacun de mes plans contigus. Donc, à partir d'un beau petit masking block qu'on a programmé, c'est un bloc de masque qui ressemble à peu de choses près à des extrémités de mes plans de profil. On vient créer, roulement de tambour, un petit bloc qui vient masquer, qui prend sur le dessus de qui se met sur le dessus de notre plan et qui vient masquer l'ensemble de nos données. Juste pour dire qu'on isole intelligemment la donnée considérée à l'intérieur de nos plans, de chacun de nos plans de profil. Super, jusqu'à là, tout va bien, vous m'avez pas perdu. Formidable. On a créé nos view shapes, on a créé nos plans, on a créé nos view shapes. Maintenant, si tout est à notre goût, si tout est bien aligné, c'est l'heure de créer nos layouts. L'outil, on va sauvegarder notre dessin. L'outil Create Layout vient exploiter les cheat sets, vient exploiter les outils dans l'onglet sortie de production de plan avec des légères altérations. Dans le fond, il va consulter, on va y spécifier ce qu'on veut aller chercher. Nous, notre outil, notre cheat configuration, ça va être plein profil pour ce cas-ci, mais ça peut être plein plan, plan seulement, tout est à varier en fonction de, tout peut être varié en fonction de vos templates que vous avez établis. Donc, plein profil, on lui confirme une énième fois quel bloc d'impression on va utiliser pour nos vues dynamiques à l'intérieur de nos plans papier. On confirme le layer, tout est beau, l'alignement est bien bon, formidable. Ensuite, il va utiliser les view shapes, les match lines, et il va, à partir de ces intervalles de chaînage-là, il va nommer l'ensemble de mes plans. Il va se baser là-dessus pour créer l'ensemble de mes plans. Donc, on confirme qu'on veut en partie ou en entièreté l'ensemble de nos view shapes. Ensuite, on spécifie la flèche du nord qu'on veut utiliser comme bloc. Moi, j'utilise North Arrow, qui est quelque chose sorti directement de nos outils CTC. Toutefois, vous pouvez avoir vos arrows personnalisés de votre organisation. Il n'y a pas de problème, c'est là que ça se passe. J'aimerais voir des match lines à l'intérieur de nos vues de plan,
Comme ça, on appliquerait pleinement notre masque, puis on aurait un bloc, on aurait des étiquettes dynamiques qui nous indiqueraient quels sont les chaînages avant et au début et à la fin de chacun de nos sections de plan. Vous allez voir, c'est vraiment très joli. C'est des choses qui seraient déjà installées par défaut si vous utilisiez les outils par défaut de Civil 3D aussi, notamment. C'est une option à cocher. Si je poursuis, écoutez, moi j'ai 9 plans à l'heure actuelle. 1, 2, 3, 4, 7, 9. Je vais me créer un dessin de présentation dans lequel je vais stocker tous mes éléments de présentation, toutes mes feuilles de présentation. Ça va être, je reconfirme que c'est un plan et c'est le layout plan et profile que je vais recopier un peu partout. Je vais le recopier 9 fois dans un même dessin. Si je venais à réduire ce chiffre-là, il me ferait plusieurs dessins de présentation à considérer. Nous, dans ce cas-ci, comme c'est un projet très lourd, 9 présentations dans un même dessin, c'est pas un problème. On reconfirme on reconfirme l'échelle d'impression à considérer dans la création de nos feuilles. Je vais utiliser un template. Si vous en avez un, vous pouvez l'utiliser. Je vais utiliser un de nos templates pour la production de feuilles automatisées. Super. Je pense qu'il y en a un qui vient par défaut avec les outils CTC Manager. C'est pas CTC Manager, mais CTC Project Suite si jamais vous en avez pas. Formidable, hein? Et une fois que c'est lancé, le logiciel de CTC est en train de produire un plan de présentation automatisé qui va être relié, qui va tenir en considération tous mes data shortcuts, qui va tenir en considération tous mes plans références. C'est assez simplifié là, comme travail. Immédiatement, dès qu'on a fini, là pour l'instant, on est encore dans notre plan de base avec nos layouts de profil, nos layouts de template. Toutefois, si je vais aller dans nos plans et profils, il vient de m'ouvrir le Cheat Set Manager. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, les outils de Cheat Set Manager sont vraiment formidables pour la gestion de vos plans. Vraiment. Et ils existent déjà par défaut dans Civil 3D et même dans AutoCAD et même dans Inventor et même dans Revit. C'est relativement centralisé comme outil pour la gestion de plans assez variés. Donc, on peut voir l'ensemble de nos 9 layouts qu'on a produits avec les masques, avec les, avec les labels qu'on y a automatiquement appliqués pour le chaînage de début, le chaînage de fin. Nos plans et profils sont tous là. On aurait pu les inverser à l'intérieur de notre template, changer la grosseur, altérer nos blocs en fonction de ce que vous avez besoin et de vos standards. Donc, c'est quelque chose de vraiment facilement altérable dépendamment de vos templates. Donc, disons que j'ai un souci. Disons que eh bien, mon design de base, qui est stocké dans un dessin source, venait à changer. C'est là où la force de Sheet Generator embarque. Par exemple, dans mon dessin source, je me répète, il y a une modification. C'est souvent pas les grosses modifications qui nous font le plus grogner, c'est les petits éléments. Comme par exemple, la portée de mon projet vient de changer. Étire un peu mon alignement, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça peut créer? Eh bien, il va y avoir un shift majeur à l'intérieur de tout notre design. Ce que ça va reproduire de notre côté, dans notre fenêtre de présentation, je vais sauvegarder, bien entendu, mon dessin de base, mon dessin de design. Dans mon dessin de présentation, hey! Ton data shortcut d'alignement vient de bouger, synchronise-le. Maudite affaire, il y a quelqu'un qui a joué avec l'alignement et la portée de mon projet vient de changer. On aurait pu facilement tasser du matériel, bouger on va dire, bouger de la, je vais le faire pour vous, bouger le réseau de canalisation, éliminer, rajouter des éléments. Bref, tout changement doit être considéré dans la nouvelle production de plan. Donc, si j'y retourne, on synchronise notre réseau de canalisation.
avec le data sheet code. Ah, il y a des modifications qui ont été faites. Maudite affaire, il faut que je reproduise mes plans. Eh bien, pour vous sauver des heures d'édition, retourner créer des cartouches, les réaligner, retourner, re-remplir le contenu de vos cartouches, eh bien, on pourrait simplement updater les informations clés avec Update Layout. On va repasser avant, on va réaligner nos shapes, nos view shapes, on va faire quelques petites modifications, ne serait-ce que pour que l'étendue du projet puisse être modifiée et être adaptée. Et ensuite, au lieu de faire un create layout, on va updater nos layouts et tout va se faire presque magiquement. On relance view shape. Il s'est rappelé de nos derniers paramètres, donc je ne vous ferai pas le tour encore une fois des paramètres. Je vais simplement reproduire les view shapes avec les précédents paramètres et on va faire quelques petites itérations. Tiens, pourquoi pas, moi ici, je voudrais m'ajuster à, à 60. Tiens, les autres, ça ressemblait où à 60, à 55? Tiens, on va aller le placer à 55, pourquoi pas. 50. Tu vas voir, yes, super. Je fais mes altérations, je replace mes view frames semi-automatiquement, je fais des petits ajustements manuels, tout est beau, parfait. Maintenant, je vais réajuster mes profils. Est-ce que je recrée mes profils? Non, pas besoin de ça. On a simplement besoin d'utiliser Adjust Profile. Il va tout réidentifier, il va tout se relier avec les nouvelles view frames. Donc, si je lance la procédure d'ajustement, on a un petit menu d'ajustement qui réapparaît, notamment est-ce que je veux recentrer est-ce que je veux recentrer mes vues de profil? Est-ce que je veux réappliquer un buffer? Tout ça, on spécifie oui, tout est beau. C'est les mêmes paramètres que tout à l'heure. Bon, il y a des choses qui ont changé. Super. On s'est tassé. Avec mon network to view, forcément, mon buffer de 10 mètres n'est plus valable. Donc, il suffit de relancer network to view. Pas plus compliqué que ça. On fait un petit buffer et les éléments qui manquaient ont été réajustés. Des fois, un petit regen aussi, ça peut aider à tout réaligner le tout. Ça reste encore AutoCAD, mais tout devrait être bien beau. Donc, je vais juste faire une dernière validation. Je veux recentrer mes view shapes s'il y a eu des grosses modifications. On va garder les mêmes paramètres. Tout devrait être beau. Parfait. On a réaligné le tout. Et l'étendue de mes profils ici sont égales à mes petites modifications qu'on a effectuées. C'est beau, on a fait nos modifications. Est-ce que je dois recréer nos plans papier? Bien entendu que non. On a juste à faire Update, Layout. On va sauvegarder le dessin. Merci, CTC. Et on lance la procédure d'Update Layout qui va ressembler énormément au menu de Create Layout, sauf certains détails. Donc, on lui revalide que c'est les plans et profils qu'on veut utiliser. On lui revalide les print blocks pour les plans et les profils qui sont localisés à l'intérieur de notre dessin. Ensuite, on poursuit, on spécifie notre North Arrow s'il y a des ajustements à faire. Bien entendu, tout peut se modifier avec Update Layout. C'est le genre de choses qui peut être ajusté. Je vais spécifier de me réajuster, me refaire mon match à partir des nouvelles stations et réajuster l'ensemble des informations présentes dans mes plans pour que ça soit bien aligné. Il m'indique, OK, voici ce qu'on va updater comme layout. On part de tel nom, on arrive à tel nom, et voici les modifications qu'on va. Voulez-vous qu'on applique les modifications ou l'update en partie ou l'ensemble des layouts? Moi, dans mon contexte, c'est l'ensemble de mes layouts. Fait que, si jamais il y avait eu des gros shifts, si jamais j'aurais changé ma présentation par exemple, je l'aurais starté à 50 mètres au lieu d'être à 0 mètre de chaînage, où on aurait un shift par exemple, directement dans l'origine du chaînage, eh bien, il ferait un shift complet des chaînages. Non seulement il ferait le shift, mais il tiendra en compte partout où il y a une mention, on va dire dynamique, une bracket
considéré dans mes noms, dans mes titres de présentation, dans tout ce qui a une mention d'échaînage, tout va être ajusté accordingly. Donc, dès que je lance Finish, là, il va repasser l'ensemble de mes layouts qui sont reliés à l'ensemble des layouts que je veux updater et toutes les petites modifications vont être considérées. On voit un petit peu de chiffre ici en bas, là, il y a des modifications, il fait tous mes réajustements et tadam, c'est fait, on a nos beaux plans réajustés automatiquement. Ainsi soit-il. Donc, on vient de se sauver en quelques clics. Sûr, j'ai pris mon temps pour les expliquer, mais on vient de se sauver en quelques clics des heures d'ajustement de présentation. Donc, l'idée est de vous aider de vous encourager à utiliser les outils qui existent déjà dans vos outils de Civil 3D, vos outils de production de feuilles, mais on vous donne une capacité d'optimiser votre travail avec. Ce qui veut dire, pour chaque changement, pour chaque révision de projet, eh bien, on peut réaligner tout ça assez rapidement. Merci. Le dernier élément que je voulais vous parler, c'est la production de légendes. C'est plus léger, c'est rien d'aussi majeur que ce que vous avez vu là, mais c'est quand même très intéressant. La production de légendes automatisées et la production de la légende automatisée à partir de Data Wizard est quelque chose d'assez simple. Data Wizard permet de faire une recherche soit à l'intérieur d'un layout, dans le contexte d'une légende, d'une vue, d'une fenêtre, ou à l'intérieur d'un dessin au complet, ou à l'intérieur d'une plusieurs dessins. On est capable de faire une compilation dans une compilation tabulaire de données. Ça peut vous servir à faire vos calculs de quantité, autant dans un chiffreur Excel, comme ça pourrait vous aider à produire une belle petite table de données, un beau petit rapport ou une belle petite légende à l'intérieur de votre plan. Je dis légende parce qu'on est capable d'aller chercher toute forme de représentation graphique aussi à l'intérieur de nos dessins. Pas juste de la donnée de compilation, l'aire de mes hachures, l'aire de certaines zones d'intérêt, le nombre d'arbres, la taille des arbres. On peut aller chercher toutes sortes de données et les compiler à l'intérieur d'une table. C'est vraiment la force de Data Wizard, la compilation tabulaire. Commençons par faire un petit setup de table. Dans ce cas-ci, j'aimerais faire une légende dynamique basée sur les objets qui m'intéressent à l'intérieur de mon layout. C'est les objets que je veux représenter. Je vais spécifier, dans ce cas-ci, je vais limiter à mon layout, au layout du site plan 1 et je vais spécifier la fenêtre, juste pour rafraîchir la mémoire, je vais spécifier la fenêtre que je veux utiliser pour identifier, pour faire une recherche d'objets. Une fois que ma fenêtre est identifiée, l'élément que je vais lancer une recherche des objets que je veux utiliser. On a une grande variété d'objets qu'on peut compiler à l'intérieur de Data Wizard. Tous les objets Civil 3D ne sont pas là. Il y a certaines choses que l'API d'Autodesk a comme limitation. Donc, vous identifierez, je pense qu'il n'y a pas de pipeline, il n'y a pas de corridor, mais il n'y a pas de surface non plus, mais des feature lines, des points Cogo. Tout n'est pas perdu. Les parcelles aussi. C'est tous des éléments qui sont queryable, qui sont recherchables à l'intérieur de Data Wizard. Éventuellement, il va y avoir de l'évolution dans ces outils-là, puis on va avoir si on veut avoir une plus grande variété de données pour être compilées, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a disponible à l'intérieur de Data Wizard. C'est ce que l'API d'Autodesk nous permet. J'aurais pu faire une recherche sur l'ensemble des objets, qu'est-ce qu'il y a de disponible. Si je fais un petit refresh, il va m'identifier tout ce qui est disponible à l'intérieur de mon dessin. Mes lignes, c'est des survey figures, comme de fait. Fait que je vais aller identifier ce que je veux. De quoi ça a l'air, l'autre côté? Ça va donner une idée de ce que ma légende peut avoir l'air. Pour chacun des éléments qui ont été identifiés, que ce soit mes arbres, que ce soit des grillages, des grilles de puisard, des hachures, des lignes pour définir quelles sont mes bordures de béton, mes bordures, mes éléments de pavé, j'en passe. Tout est considéré à l'intérieur de l'extraction de mes données. J'ai aussi des outils de filtrage que j'ai utilisés pour pas avoir 10 sortes d'arbres puis avoir 10, 16 d'arbres, mais un arbre
dans ma légende automatisée. Je peux utiliser, par exemple, si j'en vais dans mes survey points, je peux aller chercher un peu comme avec des caractères génériques, je peux limiter tous les arbres, tous les codes d'arbres commençant par TRD vont être concaténés à l'intérieur des mêmes symboles pour la cause. On a une grande variété de filtres qui vont être variés dépendamment de ce qu'on veut. On peut spécifier les hatch patterns, on peut spécifier des object names, on peut aller chercher toutes formes de données. Puis on peut aussi compiler à l'intérieur de nos tables. Là, dans ce cas-ci, je vais avoir seulement l'élément graphique et la description du layer, qui est relativement plus complète que mon nom de layer. Mais si j'allais dans Data Extract, on a une grande quantité de données qu'on pourrait aller exploiter. Très grande quantité de données qu'on pourrait aller exploiter. Et tu as même le petit champ Additional Data qui pourrait, si je l'ouvre, qui pourrait tenir en considération, par exemple, des attributs de bloc ou des attributs typiques à Civil 3D, des propriétés propres à Civil 3D aussi. On a une grande quantité de données qu'on pourrait faire apparaître à l'intérieur de différentes colonnes avec Additional Data. Bref, tout ce qui ne va pas être considéré potentiellement par ça pourrait se retrouver dans Additional Data. Je vous laisserai explorer la chose à votre guise en temps et lieu. Ensuite, là, dans notre cas, on veut produire une table AutoCAD standard qui va être dynamique. Par exemple, je vais l'appeler légende, je vais définir sa largeur, sa taille, la grosseur des colonnes, j'en passe. Est-ce que je vais avoir une capitalisation du titre? Il y a une grande variété d'éléments qu'on peut utiliser pour personnaliser. On pourrait aussi se produire une table Excel puis exporter la donnée. Ça va être davantage pour les calculs de quantité. Dès que j'ai fini, il me demande l'insertion de ma table à l'intérieur du dessin. Et voilà, j'ai une belle légende automatisée. Si jamais, pour vous le prouver que c'est automatisé, si jamais je fais, par exemple, je gèle certaines données et que je relance l'update de ma table, il devrait faire disparaître. Je vais retourner à l'intérieur de ça. Je vais retourner dans mon espace papier. Si je retourne à l'intérieur de ma table et que je l'update, on va dire c'est semi-automatique, c'est semi-dynamique. Si je relance l'update de ma table, lui, dans le fond, il va avoir mémorisé dans cette table-là, à l'intérieur de mon dessin, il va avoir mémorisé un template. Soit on pourrait réutiliser un template qu'on sauvegarde à l'externe d'une table qui va être récurrente, ou faire une update dynamique des éléments à l'intérieur. Il va reconnaître le pattern l'ensemble des définitions qu'on lui a données. Donc, si jamais il y avait des objets qui s'ajoutaient dans les objets qu'on avait sélectionnés, par exemple des bornes fontaines, des regards centrales en milieu des routes, ils viendraient automatiquement s'ajouter ou se soustraire, dépendant si on les fait disparaître ou pas. Donc, vous voyez, mon hatch pattern de mon bâtiment vient de disparaître. C'était simplement un clic d'update pour ce faire. Il y a une grande variété de choses qu'on peut faire. Je n'irai pas dans les calculs de quantité. Je vois que le temps déroule vite. Il y a des questions visibles de la part de Jonathan Morin. Tient-il compte des blocs dynamiques, plusieurs blocs en un? Il faudrait que je le valide. Je vais revenir avec ça. Puis, quitte à vous faire une petite démonstration à part, comme notre temps est fini, je vais vous revenir avec une réponse un peu plus claire pour Jonathan pour sa question. Mais je vais vous revenir à tous un petit email de masse pour tous les participants. Donc, sur ce, clos notre présentation des outils CIM pour les applications de route. Donc, on a vu Data Wizard, on a vu les outils de corridor, on a vu les outils de génération de feuilles. J'espère qu'on va pouvoir vous servir en la matière. Nous sommes distributeurs chez SolidCAD des outils CTC. Nous sommes les principaux partenaires canadiens de la compagnie CTC Software pour la distribution des outils CIM Project and Manager Suite.
Donc, nous sommes SolidCAD et nous avons eu un grand plaisir de vous faire cette démonstration. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous reviens avec les réponses à vos questions. À plus!